Le 22 mai 1985, le journaliste Jean-Paul Kaufmann et le chercheur Michel Seurat disparaissent après leur atterrissage à Beyrouth. Commence alors l'affaire des otages du Liban. Tenue à l'écart par le pouvoir, l'épouse du journaliste, Joëlle Kaufmann, soutenue par un vaste collectif, se lance alors dans un combat qui touchera la France entière. Leur fils, l'historien Grégoire Kaufmann, revisite ce temps fort des années 1980 à l'apogée de la gauche mitterrandienne et mêle au portrait de l'époque ses souvenirs d'adolescent qui a vécu ce drame de l'intérieur dans son ouvrage « L'Enlèvement », paru aux éditions Flammarion. Il était l'invité de la librairie Ombre Blanche le 23 octobre 2023 pour une rencontre autour de l'enlèvement. Bonne écoute. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus pour assister à cette présentation. Nous sommes très heureux de vous recevoir à la librairie Ombre Blanche. Et nous avons ce soir le plaisir d'accueillir un auteur dont le dernier ouvrage en date fait parler. Donc il s'agit de Grégoire Kaufmann. Grégoire Kaufmann qui est un historien dont les travaux ont porté notamment sur les figures de l'extrême droite d'Édouard Drumont jusqu'à Jean-Marie Le Pen, et sur également les mouvances politiques, les expressions, et de ce point de vue-là, sur également donc l'antisémitisme, avec des travaux relatifs à cette expression, notamment depuis un ouvrage qui est le premier, je crois, que vous avez écrit, enfin, auquel vous avez participé, l'antisémitisme de plume, coordonné par Pierre-André Taguieff en 1999, qui était une référence en la matière. Votre écriture s'est depuis diversifiée. Peut-être un certain nombre d'entre vous se souviennent-ils d'avoir lu avec beaucoup de plaisir et d'agrément Hôtel de Bretagne, qui était votre dernier ouvrage donc avant l'enlèvement dont il va être question ce soir. Hôtel de Bretagne qui mêlait l'histoire familiale avec un récit de la résistance, de la libération et en particulier de l'épuration, qui déjà avait convoqué une sorte de méthode qui était la vôtre, à la fois avec un récit, une narration familiale, mais également des références d'archives extrêmement précises qui sont celles de l'historien. Vous vous êtes fait un nom, et ce qui est remarquable, c'est que vous vous êtes fait aussi un prénom, ce qui est probablement encore plus difficile, et qui nous amène directement dans l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, donc L'Enlèvement, paru chez Flammarion, et qui rappelle un épisode dont nous nous souvenons les uns et les autres, l'enlèvement de Jean-Paul Kaufmann. Jean-Paul Kaufmann et d'autres otages, puisqu'on le voit, et c'est rappelé naturellement au long de l'ouvrage. D'abord, du point de vue de l'enlèvement en tant que tel, il y a également celui de Michel Seurat, qui ne survivra pas à sa captivité au Liban. Et on a effectivement toute une problématique durant les années 1985-1988, qui est celle des otages au Proche-Orient. Vous imaginez comme moi à quel point ça fait écho à l'actualité que nous vivons. De ce point de vue-là, un mot sur vos parents. Votre mère, Joëlle Brunerie, est gynécologue, mais également une militante active du droit des femmes, en particulier de la cause de l'avortement au début des années 70. Et votre père, Jean-Paul Kaufmann, est journaliste, et notamment il part pour l'événement du jeudi, couvrir la guerre civile au Liban, donc en 1985, moment auquel il est enlevé à Beyrouth. À partir de là, on a une narration originale qui reprend d'ailleurs un petit peu celle d'Hôtel de Bretagne, dans le sens où il y a à la fois, comme je le disais tout à l'heure, un récit familial et également donc des sources d'archives, qui se traduit au passage par un abondant appareil critique qui figure à la fin de l'ouvrage. Ce récit se lit de manière extrêmement plaisante et j'ai envie de dire pratiquement en apnée. On a l'impression d'être saisi par le récit. Et on sent toute une dimension personnelle extrêmement importante de cet épisode particulièrement marquant donc, sur 3 années. Et la première question que je vous poserai, Grégoire Kaufmann, est peut-être la plus basique, c'est-à-dire savoir à quand remonte ce projet d'écriture. Alors,
immédiatement avant de répondre à cette question, je voudrais aussi, faire part aussi de mon étonnement et de l'agréable surprise que constitue pour moi votre rencontre, parce que je savais pas du tout que vous étiez l'auteur du formidable ouvrage sur Valentin Feldman. Ayant été éditeur à CNRS Éditions, j'avais lu en partie le manuscrit de Pierre Frédéric, et c'est donc pour moi aussi un bonheur que de échanger avec vous, parce que je vous connais aussi en tant qu'auteur et je savais pas que ça allait être vous en fait qui allait être là ce soir. Donc c'est une double surprise et c'est d'autant plus agréable. C'est un très bel ouvrage sur une très belle figure de la résistance en Seine inférieure, aujourd'hui Seine-Maritime, Valentin Feldman, qui était un militant communiste, qui avait frayé avec les existentialistes, Simone de Beauvoir, et c'est un ouvrage qui à la fois qui moi m'avait ému parce qu'il était écrit de manière très littéraire, et très bien documenté, et c'est vraiment une très très belle figure de la résistance fusillée en 42 par les Allemands. Vous m'excuserez, j'espère ne pas vous gêner en rappelant en fait cet ouvrage dont vous êtes l'auteur, donc c'est d'autant plus agréable. Alors, pour essayer de répondre aussi à votre question, c'est que moi m'était presque interdit d'écrire sur cette histoire familiale, dans la mesure où l'idée ne m'en était jamais venue. Et que dans la famille, il y avait une forme d'accord tacite qui voulait que on n'allait pas écrire là-dessus. Mon père a écrit beaucoup de livres depuis sa libération, mais il s'est jamais emparé frontalement du sujet de sa captivité. Il a bien plutôt cherché à la décrire à travers plusieurs métaphores comme celle de la solitude, des confins, de l'exil, de l'emprisonnement aussi de Napoléon à Sainte-Hélène, car il a écrit un livre sur Sainte-Hélène et Napoléon. Et donc il rôdait un peu autour de cette expérience, et en même temps il n'avait pas envie de décrire sa captivité. C'était tout à fait son droit. D'ailleurs, c'est son histoire. Et moi, dans mon livre, j'ai d'ailleurs pas du tout cherché à décrire sa captivité, puisque ça c'est du registre pour moi de l'indicible et qu'il en est le seul propriétaire et que c'était pas mon propos. Mon frère est également auteur et journaliste. Il a écrit un certain nombre de bouquins, de romans. Lui non plus avait absolument pas du tout l'intention d'écrire sur cette période, comme si elle lui était défendue. Quant à ma mère, elle est médecin gynécologue. L'écriture ne fait pas partie forcément de ses modes d'expression habituels, et donc elle n'avait pas non plus du tout envie d'écrire sur cette période-là. Et j'avais moi-même en tant qu'historien pas du tout eu l'idée d'aller fouiller dans ces 3 ans entre 1985 et 1988, lorsque moi j'avais entre 11 et 14 ans. Et comme vous le disiez, j'ai commencé à m'arracher un peu au style impersonnel qui est celui de l'historien. Quand j'ai fait ma thèse à Sciences Po, j'avais mes directeurs de recherche comme Michel Vinocq, Jean-Pierre Azéma, qui nous conseillaient l'usage du pronom impersonnel. Il fallait pas utiliser le je en histoire, il fallait se tenir à distance de son sujet et essayer de tendre vers l'objectivité la plus totale, sachant qu'en histoire, on n'atteint jamais l'objectivité, mais qu'il fallait taire en fait les états d'âme du narrateur. Et c'est comme ça que j'avais moi appris à faire de l'histoire à Sciences Po avec ces profs-là. Et avec mon précédent ouvrage Hôtel de Bretagne, c'est la première fois où j'utilisais le jeu. Je mettais un peu en scène ma recherche, parce que j'avais eu envie de partir sur les traces de ce grand-père maternel qui avait été l'un des chefs de la résistance dans le canton de Quimperlé, Finistère Sud, pas loin de Lorient. Et il était un des chefs du maquis. Et lors de la libération de Quimperlé, il y avait eu des exécutions sommaires de collaborateurs ou prétendus collaborateurs. Et mon grand-père avait cautionné ces exécutions. Et j'avais envie de savoir pourquoi, parce que j'avais retrouvé des documents dans le grenier familial à Quimperlé, que j'ai croisé ensuite avec une abondance de sources aux archives départementales, nationales, etc., pour essayer de savoir qui était ce grand-père que j'avais peu connu, puisqu'il est mort quand j'avais 4 ans. C'était aussi une manière pour moi de partir à la découverte de cette figure, et qui m'a d'ailleurs conduit aussi à Toulouse, puisqu'il avait commencé la résistance à Toulouse, puisqu'il était dans l'armée d'armistice, et qu'il avait commencé à renseigner les alliés à un modeste niveau, mais il était quand même recherché par la police à Toulouse, et donc il s'exile en Bretagne et devient
patron du maquis de cette ville de Quimperlé. Et donc là, je me suis interrogé sur les outils de l'historien qui s'empare de sa propre histoire familiale et essaie de réfléchir comment on fait quand on se fait l'historien de sa propre famille, ce qui n'est pas évident. Et parallèlement à ça, j'ai créé un atelier avec mes étudiants à Sciences Po intitulé Écrire l'histoire des siens, où j'ai réfléchi aussi j'ai essayé de comprendre aussi la démarche de ces historiens qui commençaient eux-mêmes à s'engager dans une démarche d'écriture relevant de la quête généalogique, de l'histoire des siens, de l'autobiographie familiale en quelque sorte, parce que j'étais pas le seul à le faire évidemment à l'époque. Il y a eu tout un mouvement historiographique qui commence au début des années 2000 avec Michel Vinocq, justement mon ancien prof et directeur de recherche, qui écrit un très beau livre sur sa famille et sur sa mère, et sur ses parents et sur son frère, intitulé Jeanne et les siens. Et ensuite, on continue avec Jablonka, qui va faire un très beau livre sur ses grands-parents, Stéphane Audouin Rousseau aussi sur l'histoire de ses grands-parents de la Grande Guerre, Annette Vievorka ayant publié très récemment, elle ne ferme pas le cycle, mais parce qu'il continue, mais elle est la dernière à écrire un ouvrage qui compte en fait sur l'histoire de sa propre famille, Tombeau, tel en est le titre. Donc il y avait comme ça toute une sensibilité d'historiens qui avaient envie d'écrire sur leur famille et du coup peut-être aussi de parler d'eux, eux qui n'avaient jamais eu envie d'étaler leur moi dans leur livre. Eh bien ils se saisissaient du prétexte de l'histoire familiale pour utiliser le pronom personnel, quoi. Et moi je faisais un petit peu ça aussi à mon niveau et je l'avais fait avec Hôtel de Bretagne. Donc j'en étais à peu près là lorsque j'ai eu envie d'aller voir ce qu'il y avait dans un coffre, un immense coffre en bois qui était remisé au fond d'une grange dans la maison familiale de mes parents dans les Landes. C'est une maison qui a son importance parce que cette maison des Landes, elle a été acquise par mes parents en 1989, immédiatement après la libération de mon père. Et c'est en fait dans cette maison aussi que mon père s'est reconstruit, qu'il a réappris la liberté, qu'il s'est réadapté en fait à sa condition d'homme libre, ce qui a été d'ailleurs difficile. Et c'est dans cette maison en fait. Il y a d'ailleurs consacré un ouvrage qui s'appelle La Maison du Retour, tout est dans le titre, qui est d'ailleurs pour moi l'ouvrage de lui que je préfère aujourd'hui, peut-être avec un autre qui s'appelle Remonter la Marne, mais bon, c'est pas le sujet. Et donc cette maison, elle avait une vraie valeur, c'était un symbole aussi de la liberté retrouvée. Et c'est pas un hasard aussi que ces archives qui étaient dans ce coffre en bois aient été enfouies en quelque sorte au fond de la resserre et aient été gardées comme ça dans ce coffre, oubliées au fond de cette resserre. Mais moi je savais ce qu'il y avait dans ce coffre. Il y avait les archives du comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann, fondé par ma mère immédiatement après l'annonce de l'enlèvement de mon père, ou bien plutôt de sa disparition, parce que l'enlèvement ne sera revendiqué qu'une semaine plus tard. Mais je savais qu'il y avait ces archives et qu'en gros ce passé qui palpitait dans ce coffre oublié dans la grange. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'en tant qu'historien, en plus je suis un fou des archives, j'adore aller aux archives, j'adore dénicher des archives inédites. Souvent je me suis aussi rendu dans les familles pour me voir confier des archives privées. C'est ça aussi le métier d'historien, c'est aussi il y a un jeu de pistes, c'est une enquête. Et j'ai moi-même qui suis très attaché à l'archive, j'avais vraiment pas eu l'idée, parce que je pense que je n'avais pas eu le désir, ou il y a peut-être quelque chose qui inconsciemment me retenait, d'ouvrir ce fameux coffre pour aller voir ce qu'il y avait dedans et quelles étaient ces archives, les archives de ce comité de soutien qui aura connu 3 ans d'existence entre mai 1985, date de l'enlèvement de mon père, et mai 1988, 3 ans plus tard, lorsqu'il est libéré. Et c'est comme un prétexte. Un ami historien, Yann Potin, par ailleurs très lié à Ombre Blanche, puisqu'il organise les rendez-vous le banquet du livre à la Grâce, et qui est un vieux copain et quelqu'un vraiment cher à mon cœur, quelqu'un de confiance, et qui est lui-même archiviste. Et lui, en plus, il a poussé la réflexion sur les archives très très loin. Il est aujourd'hui en France, à mon avis, l'un des chercheurs qui a interrogé avec le plus d'intelligence et de plus d'efforts théoriques le statut des archives publiques, privées. Il réfléchit beaucoup là-dessus, il publie plein d'articles là-dessus. Sa passion, c'est les archives. Donc j'ai dit, on va aller avec Yann dans la maison des Landes pour ouvrir le coffre ensemble. C'était ça l'idée. C'était un bon prétexte pour passer 2 jours ensemble, d'autant que mes parents adorent Yann. Il fait quasiment partie de la famille. Donc on est parti un beau jour de juin 2018, tous les deux dans les Landes. Et avec mes parents étaient là, ils nous ont accueillis. Et moi, en arrivant tout de suite, Yann était là, j'avais envie d'aller ouvrir le coffre tout de suite. Mais Yann
il a l'habitude aussi d'aller chez les particuliers pour aller consulter les archives sensibles pour l'histoire des gens chez qui il est. Donc, attention Grégoire, calme-toi, on n'est pas pressé, on fera ça demain matin, il faut prendre le pouls de la famille, il faut se faire accepter, c'est une démarche qui n'est pas évidente d'aller fouiller dans le passé de la famille, donc il faut pas griller les étapes. Et Yann m'encourageait à... Moi, j'avais qu'une seule envie maintenant, c'est d'ouvrir le coffre avec lui. Il m'a encouragé à attendre le lendemain matin. Et c'est ce qu'on a fait. Le lendemain matin, on a ouvert ce coffre. Et là, c'est vrai que j'ai pris déjà conscience de l'importance quantitative de ces archives, puisqu'elles représentaient des dossiers et des dossiers et des dossiers entassés dans un immense coffre. Pour vous donner une idée, quand j'ai numérisé l'ensemble de ce fonds d'archives, j'ai pris 17 000 photos. Donc, il faut imaginer ce que ça représente en quantité d'archives, quoi. Et c'est des archives, en plus, qui étaient pas très bien conservées, puisque ce coffre était sujet à l'humidité, aux souris, qui avaient commencé à grignoter des dossiers qui étaient en bas du coffre, et surtout, beaucoup d'archives étaient emmaillotées dans des sacs en plastique. Et c'est très mauvais pour les archives, puisque Yann m'explique à ce moment-là que les archives, pour vivre, elles doivent respirer et qu'il ne faut pas les laisser enfermer dans des sacs en plastique, il faut au contraire les faire vivre, et donc il fallait les sauver de l'humidité et des souris. Et première chose à faire, selon lui, transvaser les archives de toute urgence de la grange au grenier, juste au-dessus. Donc c'est ce qu'on a fait. Toute l'après-midi, et l'archiviste, en fait, c'est là où j'ai compris que l'archiviste aussi, c'est carrément un manutentionnaire. C'est-à-dire qu'il s'affronte à la crasse. Yann, il avait des gants de jardinage pour brasser les archives, et moi, j'étais préposé à la brouette qui faisait l'aller-retour entre la grange et le grenier. Et au fil de cette journée, évidemment, on a commencé à voir ce qu'étaient ces archives, ce qu'il y avait un peu à l'intérieur. Et alors, j'ai aussi pris conscience de la richesse de ces archives, parce qu'à un moment, je tombe sur une lettre de Georges Marchais, une lettre de Françoise Dolto, une lettre d'Yves Montand, une lettre d'un type des services de Pasqua. Et surtout, je prends conscience de l'immense correspondance, de toutes ces lettres envoyées depuis toute la France à ma mère. Il y a des milliers et des milliers de lettres de soutien, mais aussi parfois des lettres de critique, voire d'injures, des lettres aussi d'illuminés. Mais la plupart étaient évidemment des lettres manifestant leur solidarité. Mais à travers ces lettres, j'avais tout d'un coup l'impression de sentir palpiter les années 80. C'est-à-dire qu'en fait, ces lettres, elles étaient comme une coupe sombre sur les imaginaires, les mentalités, les sensibilités des années 80. Évidemment, en brassant ces archives et en choisissant quelques dossiers au hasard avec Cannes, et j'ai senti donc tout ce passé me sauter à la figure, et j'ai aussi senti cette époque de ma préadolescence qui avait été percutée par cette tragédie familiale. Et à la fois, j'étais aussi moi-même, j'apparaissais dans ces archives, fils d'otage. Il y avait pas mal de photos de nous dans la presse avec mon petit frère. Et ça m'a renvoyé donc, ce passé douloureux en plein visage. Et voilà, donc on a transvasé les archives au grenier, on les a aérées. Et puis après, l'idée a cheminé en moi d'un récit qui prendrait pour fil rouge ces archives, pour raconter cette histoire du comité de soutien des amis de Jean-Paul Kaufmann, mais aussi pour en faire presque un prétexte pour essayer de comprendre en fait ce qu'étaient ces années 80, ces années électriques. Je voulais aussi raconter les années 80 à travers ça, puisque ces archives offrent comme un condensé de ce qu'étaient ces années 80, où c'est un moment où on bascule d'un monde vers un autre monde. Pour moi, c'est le moment où tout change. Il y a quasiment une sorte de grand mouvement quasiment anthropologique. On passe du monde d'avant à celui dans lequel on est aujourd'hui. Et l'affaire des otages français au Liban était aussi un formidable fil rouge pour comprendre ces mutations sociétales, et pour comprendre ce qui s'était passé en France à ce moment-là. Donc j'ai toujours, quand j'ai commencé à me dire que j'allais faire peut-être un livre sur ces archives, j'ai tout de suite voulu aussi me documenter sur les années 80. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur les années 80. J'ai lu beaucoup la presse, beaucoup d'essais, beaucoup d'ouvrages d'historiens, de sociologues et tout, pour essayer de comprendre ces années-là. Donc j'avais le souvenir, puisque j'ai une assez bonne mémoire, et entre 11 et 14 ans, on a quand même des souvenirs assez précis, même si ces souvenirs étaient souvent confus, chronologiquement étaient souvent mal classés dans ma tête, et c'est grâce en fait à l'effort d'organisation, de manière d'inventorier les archives sur mon ordinateur. Quand j'ai pris toutes les photos, après il a fallu tout classer, lire les archives sous forme numérique, les classer, ça m'a pris quasiment 1 an et demi.
Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir à ce que serait ce livre, mais j'ai dû aussi aller au-devant de fortes réticences familiales, puisque mon frère et ma mère étaient très hostiles au projet au début. J'avais quasiment une interdiction de m'aventurer sur ce terrain-là. Ma mère, pour les raisons que je vous disais, mais aussi parce qu'elle disait que cette période était trop douloureuse pour elle et qu'elle regardait un souvenir très humiliant au fond, puisque elle, qui avait une identité de femme forte, de féministe, avait eu le sentiment pendant ces 3 ans, elle avait passé son temps à frapper à toutes les portes, à quémander. Elle dit, moi j'ai passé mon temps à quémander. C'était humiliant et je pense que c'était quelque chose de très désagréable pour elle. Elle regardait aussi un mauvais souvenir parce qu'elle était avec ses 2 pré-ados qui lui menaient aussi la vie dure, mon frère et moi, et parce que c'était tout simplement l'horreur d'avoir un père otage au Liban, et à notre père qui était parti. Donc elle voulait pas, elle disait, ça me fait trop mal au ventre cette histoire, j'ai pas envie que tu exhumes tout ça. Mon frère, il m'a dit, hors de question, moi aussi, c'est trop terrible ces souvenirs-là, donc tu vas encore essayer de trouver des arguments, mais ce livre, Grégoire, tu le feras jamais. Okay, donc c'était mal engagé. Mais quant à mon père, c'est le grand absent du livre, puisque le livre il repose sur son absence. Je me situe pas du tout du point de vue de ce qu'il vit à Beyrouth, mais du point de vue de ce qui s'est passé en France à ce moment-là. Et de ce que vous percevez de lui par les vidéos, par exemple. Exactement, parce qu'on a aussi quelques nouvelles de lui, notamment des lettres et des cassettes abominables où il apparaît le teint hâve et le visage émacié. Ce sont des appels au secours, des appels dans lesquels il dit qu'ils se sont abandonnés, en plus avec une théâtralisation assez diabolique de la part des ravisseurs. Donc c'était des cassettes très terribles, quoi. Et donc on a quelques nouvelles de lui, mais évidemment Beyrouth s'invite dans la famille à ce moment-là et on va à Beyrouth. Donc ça je le raconte, mais j'écris pas du tout du point de vue de ce que vivent les otages. J'écris du point de vue de ce que nous on vit, nous, Alex, ma mère et moi, mon petit frère, ma mère et moi, quand on est à Paris à ce moment-là, et je confronte mes souvenirs aux archives et je raconte aussi ma vie d'adolescent à cette époque-là. Et mon père, ayant été le grand absent de cette histoire-là, il avait toujours une forme de gêne et d'ennui. Il disait, dès que ma mère en parlait avec les anciens campagnes du comité, il n'avait pas envie trop de savoir ce qui s'était passé pendant son absence, bizarrement. En fait, à tout ce qu'on avait fait pour lui, finalement, suscitait en lui une forme de gêne et d'ennui. Il n'avait pas trop envie qu'on en parle. Il m'a dit, tant qu'à faire, j'ai un fils historien, s'il a envie de s'y atteler. Il est peut-être la meilleure personne pour le faire. Donc lui, il avait une sorte de neutralité bienveillante. Il m'a quand même encouragé, mais il fallait pas qu'il s'oppose frontalement à sa femme et à son autre fils pour être trop de mon côté. Donc c'était un subtil jeu d'équilibriste. Et finalement, il y a eu un moment où tout s'est débloqué parce que mon frère et ma mère me voyaient souffrir parce que je voulais faire ce livre et l'idée de me censurer leur était encore plus intolérable que l'idée que le livre existe. Et donc, ils m'ont laissé m'ébattre en toute liberté dans les archives. Et aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais évidemment fait relire le manuscrit à tous les 3. Et aujourd'hui, ma mère dit souvent qu'elle est contente pour moi, que j'ai fait ce livre. Elle dit je trouve que le livre est bien, mais j'aurais préféré qu'il n'existe pas. C'est ce qu'elle dit. D'une souffrance à l'autre, on peut revenir justement à ce jour de mai 1985 où vous apprenez donc la disparition de votre père à Beyrouth. Et vous pouvez rappeler un peu dans quelles conditions, parce qu'elles sont quand même particulières ces conditions-là. L'annonce de l'événement. Alors, mon père, il était grand reporter pour l'événement du jeudi, un hebdo qui avait été fondé par Jean-François Kahn quelques mois auparavant, en novembre 1984. Kahn avait fondé cet hebdo qui avait très très bien démarré. Il prétendait subvertir les clivages partisans, ni droite ni gauche, ni de droite ni de gauche déjà. Il se disait d'extrême centre. Et c'était un journaliste évidemment que vous connaissez tous et qui était plein de talent, un caractère éruptif, génial, en même temps insupportable, généreux sur tous les fronts. Et une vraie figure, quoi. Et surtout un très bon journaliste et un très bon directeur de journal. Et mon père avait déjà fait... Pardon ? Un misanthrope contrarié. Voilà, c'est ça. Je pense que... Et surtout, Kahn était au fond, c'était un grand timide. Un timide qui se soigne en permanence, parce que il le dit d'ailleurs dans ses mémoires qui ont été publiées il n'y a pas longtemps. Il dit, en fait, ma personnalité, c'est que je suis un timide. Et en fait, il est empoté, en fait. Et il a du mal, en fait, dans les relations sociales. Vous utilisez le terme, je tiens à le préciser, un sentimental empoté. Voilà, c'est ça. Il le dit lui-même, je le cite un peu dans ses mémoires, ce qui rend le personnage extrêmement attachant, en fait. Voilà. Et même si les rapports n'ont pas toujours été faciles avec ma mère, parce que c'était 2 piles électriques qui rentraient souvent en conflit pendant cette période terrible des otages. Et
Donc mon père, qui était grand reporter, qui était à l'origine un journaliste qui partait faire le portrait d'un écrivain au fin fond de la Creuse, ou bien qui allait dénicher un fait divers obscur quelque part en France, qui faisait des articles plutôt sur la littérature, sur les figures oubliées, l'histoire, oui, parce qu'il m'a transmis le virus aussi de la passion pour l'histoire. Il était absolument pas le genre de journaliste baroudeur en battle dress qui allait sur les terrains de guerre. Et un jour, on l'avait envoyé avant, il était au Matin de Paris, et on l'avait envoyé à Beyrouth parce qu'il fallait trouver quelqu'un. Et donc, tout d'un coup, il a découvert Beyrouth. Il était donc déjà allé plusieurs fois à Beyrouth avant ce voyage de mai 85, lors duquel il sera enlevé. Mais il s'était pris de passion pour la guerre civile libanaise, et il avait une sorte de fascination révulsée. Il y avait comme une sorte de shoot de la violence de la guerre civile, qui était d'ailleurs une sorte d'addiction qui touchait tous les journalistes. Raspien Jass, qui était critique à Télérama à l'époque, un journaliste, dit qu'ils deviennent fous tous ces journalistes. La guerre civile et son côté vénéneux, c'est une drogue en fait. Elle agit sur eux comme une drogue, et c'est vrai qu'ils étaient passionnés ils avaient des vrais shoots d'adrénaline par rapport à cette violence de guerre. Et mon père succombe lui aussi. Il était déjà passionné par l'histoire du Moyen-Orient, et il se prend de passion pour la guerre civile libanaise. Et ma mère dira pendant sa détention, il n'avait qu'une seule envie en rentrant à la maison, repartir, quoi. Il voulait repartir à Beyrouth. Et donc, il repart à Beyrouth ce jour de mai 85, ce 22 mai 85. Il doit rester une semaine pour faire un reportage sur les villages martyrs du Mont Liban. C'est très compliqué la guerre civile libanaise, donc moi aussi j'ai essayé d'y voir clair, mais c'était pas du tout en plus mon terrain de recherche au début, donc ça demandait aussi un effort de documentation. Donc il arrive à Beyrouth, et dans l'avion avec lui il y a Michel Seurat qui était un chercheur, le chercheur le plus prometteur de sa génération sur le chercheur arabisant qui avait réfléchi sur l'islam politique, sur les nationalismes arabes, et qui était vraiment l'étoile montante je n'aime pas ce terme d'orientalisme parce qu'il est désuet, mais des études consacrées au Moyen-Orient. Et il était par exemple l'ami et le mentor de Gilles Kepel. Il avait donné des conseils de recherche à Henri Laurence, aujourd'hui prof au Collège de France, qui était plus jeune que lui. Et il était considéré un peu comme leur mentor, parce qu'il avait déjà fait beaucoup de terrain. Et je me demande aujourd'hui d'ailleurs si Michel avait vécu, est-ce que Gilles Kepel aurait le même discours et occuperait la même place? On peut se poser la question. Il aurait forcément fait entendre un autre son de cloche, parce qu'ils étaient déjà pas d'accord à l'époque sur certains enjeux qu'on retrouve dans le discours de Kepel, qui est devenu évidemment aujourd'hui la grande référence et sans doute le meilleur arabisant français, l'un des meilleurs. Et donc voilà, Michel Seurat. Mon père le connaissait un petit peu parce qu'ils avaient un ami commun, et Michel Seurat à l'époque. Donc c'était un jeune sociologue, même pas 40 ans, qui s'était passionné pour l'histoire de la Syrie, du nationalisme syrien, sur le sunnisme à Tripoli, au Liban. Il voulait commencer une étude sur les ressorts du chiisme populaire à Beyrouth Sud. Et c'était un intellectuel très, très engagé à gauche, et qui avait un discours très pro-arabe. Et il prend donc l'avion avec mon père, parce que Michel vit à Beyrouth. Il a épousé Marie Seurat. Marie Seurat est d'origine syrienne, mais la famille de Marie a dû s'exiler au Liban après la prise du pouvoir par le Parti Baas. Et donc, il vit à Beyrouth Ouest. C'est la guerre aussi à Beyrouth Ouest, dans un appartement dont les murs ont souvent tremblé. Et il vit là avec ses 2 petites filles et sa femme. Et lui, il revenait d'un colloque à Agadir, sur le terrorisme justement, et il était de passage en France. Il va d'ailleurs dormir sur le canapé de Gilles Kepel quelques jours. Il prend l'avion pour revenir à Beyrouth, reprendre son boulot à l'Institut français, et puis retrouver sa famille, quoi. Et donc là il retrouve ce Jean-Paul Kaufmann qu'il avait déjà croisé avant par un ami commun dans l'avion, et on sait qu'ils sont sur le même vol, sauf que après ils atterrissent à l'aéroport international de Beyrouth. Et il n'y a pas de nouvelles. Alors en fait, mon père devait revenir une semaine plus tard, le 29 mai 85, pour l'anniversaire des 10 ans de mon petit frère. C'était le deal. Je serai là pour ton anniversaire dans une semaine. Alors le mercredi soir, il prend son avion. Le mercredi après-midi, il prend son avion. On n'a pas de nouvelles. Et plus de 24 heures plus tard... Est-ce que vous inquiétez déjà à ce moment-là de ne pas avoir de nouvelles? Parce que c'est finalement assez fréquent de ne pas avoir des nouvelles tout de suite.
Alors absolument pas. D'ailleurs, quand il partait comme ça sur un théâtre de guerre, il ne donnait pas forcément des nouvelles dans l'immédiat, mais plus de 24 heures plus tard, ma mère appelle un copain pour un tout autre sujet, et un journaliste de l'AFP qui lui dit: comment t'es pas au courant? Mais ton mec en fait a disparu, on ne sait pas où il est, il a jamais rejoint son hôtel. Tout le monde est au courant, le Quai d'Orsay, l'événement du jeudi, Jean-François Kahn, tout le monde est au courant, et elle n'a même pas été informée que son mari avait disparu. Alors là, elle dit qu'elle a éprouvé déjà une forme de rage, en fait, c'est son expression, quoi. Elle dit en gros dans une interview: c'est mon mec qui disparaît et tout le monde est au courant sauf moi. Donc elle comprend déjà qu'il y a un problème déjà de circulation de l'information. Donc elle tempête auprès du Quai d'Orsay, elle appelle Jean-François Kahn qui lui dit: ah oui, on pensait que les services de Roland Dumas vous avaient prévenu, etc. Et on lui dit surtout, alors après elle appelle le Quai d'Orsay, qu'elle a du mal à joindre au moins un vague secrétaire qui lui dit: on n'a pas réussi à vous joindre parce que vous ne portez pas le nom de Kaufmann. Oui, ma mère, en bonne féministe, avait gardé son prénom de jeune fille, Brunerie. Donc il prétendait ne pas l'avoir retrouvé de ce fait. Et là, ma mère dit dans une interview juste après: si ils ne m'ont pas retrouvé parce que je portais pas le nom de Kaufmann, malheureusement, ils sont sans doute pas prêts de retrouver Jean-Paul. C'est ce qu'elle dit en parlant du Quai d'Orsay. Et parce qu'on voit aussi l'incompétence du Quai d'Orsay de Roland Dumas à l'époque. Une incompétence, un mépris. Une brève parenthèse justement sur la figure de Roland Dumas, qui, de toute évidence, n'a pas envie de s'occuper de ça. Enfin, c'est même au-delà de ça. Vous évoquez une morgue onctueuse de Roland Dumas, c'est page 122, mais à d'autres endroits aussi, l'air de s'en foutre, hein, complètement. Alors, non seulement une forme d'indifférence et d'absence d'empathie à l'égard des familles d'otages, parce qu'il y en a plusieurs, Marcel Carton, Marcel Fontaine ont été pris en otage 2 mois plus tôt, et surtout, c'est une forme de cabotinage, d'arrogance, de mépris par rapport aux familles. Ma mère revenait tout le temps en pleurs des réunions au Quai d'Orsay avec Dumas, qui alternait justement le côté onctueux et colérique, et surtout très méprisant. Et surtout, il lui mentait. Il trichait comme à plaisir, quoi. Et il a laissé un très très mauvais souvenir dans la famille. Et quand moi j'ai fait mes recherches, je me suis dit: tiens, Roland Dumas, je vais essayer de trouver des éléments qui le tirent vers le haut, quand il était ministre des Relations extérieures. Et j'en ai pas trouvé, en fait. J'ai pas réussi à essayer de nuancer le portrait du personnage, même s'il avait par ailleurs un passé très courageux auparavant, parce qu'il avait été l'avocat du FLN, du Canard enchaîné et tout. D'ailleurs, il était une figure assez respectée. Dans l'univers un peu post-68 art qui était celui de l'entourage de mes parents, Dumas, c'était une belle figure, quoi. Et là, on découvre un grand cynique qui ne cessait de mentir et ne tenait jamais ses engagements. Et il a été extrêmement dur à l'égard des familles. Et ma mère a fini par être reçue par François Mitterrand. Elle lui disait dans son bureau: Roland Dumas vous ment, il vous ment. Elle répétait ça, quoi. Et Mitterrand disait: je sais que vous entendez mal avec Roland, mais bon, mais c'était compliqué les relations avec Roland Dumas. Pardon. Il y a 2 anecdotes, mais je n'en citerai qu'une seule, naturellement, puisque vous évoquez 2 anecdotes concernant Dumas, et dont une qui se situe en 1987. Donc l'affaire est quand même durablement exposée. Et Dumas, croisant votre mère à l'aéroport, la salue, c'est assez frais, et lui sort: ah, vous êtes toujours sur cette affaire? Ouais, c'est ça. Il dit ça parce qu'en fait, là, on est après la cohabitation. Dumas n'est plus ministre. Il a été remplacé par un homme politique qu'on a oublié, qui était pourtant qui encourageait plutôt la sympathie, même s'il n'était pas très compétent, qui était Jean-Bernard Raymond, qui était le ministre des Affaires étrangères de Chirac à un moment de la cohabitation en 86. Donc lui, Dumas, il reprend son cabinet d'avocat, il fait des voyages un peu partout, et en effet, quand il croise Cantal, qui était le président du comité de soutien, et ma mère à l'aéroport de Genève, il leur dit: voilà, vous êtes toujours sur cette affaire, quoi. Ça, c'était assez incroyable, de mépris et d'indifférence et de manque de tact. Voilà. Et alors, vous devenez donc fils d'otage, comme vous le disiez à l'instant, du jour au lendemain. Et là, c'est un véritable tourbillon, à la fois organiser un comité de soutien qui se met d'ailleurs très vite en place avec justement Michel Cantal. Vous pouvez en parler un petit peu de cette mise en place? On a l'impression, en vous lisant, que c'est effectivement très, très rapide et que tout de suite, il y a beaucoup de monde. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que quand ma mère elle apprend que son mari a disparu, on ne sait même pas qu'il a été enlevé. On sait qu'il a disparu. Donc, on espère qu'il a été enlevé. C'est ça le paradoxe. On espère qu'on va revendiquer son enlèvement. On en était là, on pensait qu'il avait pu être pris dans un barrage, dans des feux de mitraillettes. Enfin, on n'avait pas de nouvelles. Donc, et on savait qu'il y avait des enlèvements. Et donc, on essaie de privilégier cette solution
qui était pour nous la plus positive, quoi. Et ce qui se passe, c'est que au tout début, dans les premiers jours, quand ma mère comprend qu'en fait son mari a disparu, le Quai d'Orsay lui donne la consigne de se taire. Surtout pas de vagues dans ces moments-là, dans ces contextes très compliqués. Il faut laisser les services qui sont les seuls compétents faire le nécessaire. Il faut absolument ne pas en parler, déjà pas aux médias et surtout même pas aux familles. N'en parlez pas à vos enfants, n'en parlez pas à vos beaux-parents. Donc elle va cacher l'information aux parents de mon père parce que c'est surtout la stratégie du silence qui doit primer. Laissez-nous faire. Donc ma mère obtempère. L'obtempère pendant 2-3 jours, jusqu'à ce dimanche, immédiatement après l'enlèvement, c'était le mercredi, et ce dimanche, on était à la campagne, dans la ferme que mes parents louaient en Sologne, et on avait passé le week-end de la Pentecôte là-bas, et le dimanche, mon frère et moi, on apprend l'info. Les adultes cherchent à couvrir de leur voix ce qu'on entend à la radio, mais on comprend qu'il y a eu un problème et qu'il est peut-être mort et il a peut-être été enlevé. Et donc nous, on l'a vraiment appris à la radio. Donc on a vraiment reçu le scud en plein visage. Et là, ma mère non plus, elle n'a pas du tout apprécié. Elle s'est dit, là, son rôle d'épouse tenue au silence et soumise aux consignes elliptiques de fonctionnaires du Quai d'Orsay qui la prennent de haut, elle n'allait plus subir ça. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et dès ce lundi de Pentecôte, elle réunit tous ses copains à la maison. Et là, c'est comme une sorte de veillée d'armes. Ils vont lancer ce comité de soutien. Et la stratégie du silence, c'est fini pour eux. Ils vont crier le plus fort possible, quoi. Et ça va durer 3 ans. Et ils vont marteler qu'il faut parler des otages. Il faut en parler sans cesse. Ils vont être critiqués pour ça. Mais ils vont tenir. Et ce comité de soutien, il est composé en fait au début, c'est une bande de copains. C'est-à-dire, c'est les copains de mon père et de ma mère. Alors à l'époque, c'était intéressant parce que j'ai essayé de faire aussi le portrait d'une génération. À l'époque, c'est des baby-boomers qui ont passé la quarantaine à peine, qui ont des enfants, des enfants souvent enfants ou pré-ados comme moi ou ados. Et ils ont beaucoup d'entre eux ont pour point commun d'avoir connu le grand bouillonnement politique et intellectuel des années 70. Et c'est-à-dire qu'ils ont souvent eu un engagement très à gauche. Ce sont d'anciens 68ards pour beaucoup d'entre eux. Donc l'agite-prop, ils savent faire. Ma mère a traversé toutes les années 70 en militant dans les milieux féministes, au MLAC, au GIS. Elle a joué d'ailleurs un rôle assez important dans la légalisation de l'IVG par Simone Veil en 75. C'était son combat, c'était le combat des femmes. Donc elle connaissait ça en tant que 68arde, elle avait travaillé là-dessus et tout. Et elle-même signataire de l'appel des 331, qu'on connaît moins que celui des 343, mais qui a eu néanmoins un rôle extrêmement important. Vous pouvez rappeler en 2 mots quels étaient ces 331 ? Alors en 72-73, je crois que 73, il y a 331 médecins qui affirment publiquement avoir pratiqué des avortements clandestins. Pour dire voilà, poursuivez-nous, puis on a enfreint la loi, on demande à être poursuivi parce qu'on a fait des avortements clandestins. Et évidemment personne ne les poursuit, et 2 ans plus tard il y a la loi Veil, quoi. Donc c'était aussi une stratégie politique pour se faire entendre, et ça a été efficace. Et donc ils ont traversé donc les années 70 avec toutes les utopies autogestionnaires, le mythe du grand soir. Beaucoup de gens du comité des copains étaient passés par les chapelles Mao, trotskistes. Ils avaient beaucoup milité dans les années 70, ils y croyaient beaucoup. En 81, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, pour eux, ils sont tous à la Bastille en train de fêter Mitterrand, quasiment. Ils sont persuadés qu'on va enfin pouvoir changer la vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont aussi représentatifs de l'évolution de la gauche. C'est des urbains pragmatiques, diplômés. À l'époque, la terminologie de l'époque, on dit c'est des néo-bourgeois, quoi. Ils viennent souvent d'ailleurs de province, ils ont fait leur trou à Paris, c'est des enfants des 30 glorieuses, ils ont passé la quarantaine. Il y a François Mitterrand, et puis 1 an après, et non pas en 83 comme on le dit souvent, mais dès 82, il y a le tournant de la rigueur, le virage social-libéral. En 1 an, on passe vraiment littéralement du mythe du grand soir et des utopies révolutionnaires et du messianisme politique et des luttes sociales, et à cet engagement-là, on passe vraiment de ce discours-là baigné de références au marxisme. En 1 an et demi, on passe de ce discours à la célébration de Bernard Tapie, de Ribou, de la réussite, des battants et de la gagne. Il y a vraiment une séquence qui, moi, a posteriori, me semble à demi inexplicable. Comment, en fait, tous ces anciens 68ards sont en aussi peu de temps passés d'un discours à l'autre, quoi. C'est aussi une manière, la gauche gestionnaire et pragmatique qui est aux commandes, elle ressemble un peu à ce qu'ils sont. Ils ont envie de tourner la page de leur jeunesse un peu dissipée et mouvementée. Ils ont fait des enfants, et voilà. Ils s'accordent assez
assez largement au virage social-libéral de la gauche au pouvoir, quoi. C'était un échantillon d'amis qui entourent ma mère à l'époque, quoi. Et donc c'est intéressant parce qu'en 85, eh ben, ils vont reprendre du service. Toute leur expérience militante, les outils militants forgés dans les années 70, ce savoir-faire d'agit-prop, cette manière aussi du pilonnage médiatique, les éléments de discours pour tracter, le fait aussi d'activer les réseaux pour faire entendre une cause. Ça, c'est des outils qui ont été forgés pour eux dans les années 70. Et ils vont vraiment reprendre du service et les remettre en pratique pour les investir dans une autre lutte qui sera la lutte pour la libération des otages français au Liban. Donc au début, c'est ça, c'est une bande de copains 68ards qui ont des réseaux qui comptent. Il y a évidemment des journalistes. Ma mère, elle a tous ses anciens copains gauchistes comme René Friedman qui ont aussi après fait leur carrière et tout. Donc ce sont aussi des gens qui ont des copains dans les ministères. Enfin voilà. Et le premier d'entre eux, c'est Michel Cantal-Dupart, qui est le vieux copain de ma mère, qu'elle a connu à l'époque où elle militait quand elle était étudiante à Nantes. Et Cantal-Dupart, lui, c'est devenu l'urbaniste en titre de François Mitterrand, puisqu'avec Roland Castro, il a été chargé de réinventer la banlieue et de réfléchir sur le Grand Paris. Il a fondé cette mission qui est Banlieue 89, qui fait partie vraiment des débuts de la gauche au pouvoir. Et il a un réseau incroyable parce qu'il m'a montré ses agendas pour l'époque. Et je vois que la veille, il déjeunait avec Hubert Védrine. Le lendemain, il prenait un café avec Ségolène Royal. Et qu'après, il allait voir Éric Orsena. Enfin, il était vraiment au cœur des réseaux de pouvoir socialiste. Il les a aussi activés dès ce moment-là, au moment où le comité se met en place pour engranger des soutiens, etc., etc. Mais avec une volonté quand même œcuménique dès le début. C'est que ce comité de soutien formé par d'anciens 68ards devenus quadragénaires, ils vont aussi essayer d'ouvrir le spectre à d'autres familles politiques et ils vont essayer évidemment de sensibiliser à la cause des otages la droite de gouvernement, qui sera la droite de gouvernement avec Chirac. Les communistes ont été extrêmement précieux et extrêmement nombreux, extrêmement fidèles. Donc en fait, le comité de soutien était ouvert à toutes les chapelles politiques, à l'exception du Front National, évidemment. C'est aussi la grande époque d'SOS Racisme. C'est intéressant de voir aussi que, la contemporanéité des deux associations, en quelque sorte, puisque SOS Racisme naît vraiment quelques mois plus tôt et très lié au comité de soutien, et inversement le comité de soutien milite aussi pour SOS Racisme. Et Harlem Désir passe aux réunions, et c'est aussi le moment où la gauche abandonne en fait les luttes sociales et abandonne le rêve de changer la vie pour essayer de refédérer son camp autour de l'antiracisme. Et donc SOS Racisme et le comité de soutien, ils avancent un peu main dans la main, et j'ai essayé aussi d'écrire ça un peu dans mon bouquin. L'époque où Mitterrand aussi fait inviter Jean-Marie Le Pen sur les plateaux de télévision pour attiser une forme de grande peur à gauche pour refédérer son camp. D'une main, il fait inviter Le Pen, et de l'autre, il finance SOS Racisme. Ça, c'était le jeu cynique de Mitterrand, qui a d'ailleurs, du point de vue politique, bien réussi. Du point de vue moral, on peut peut-être s'interroger. Bon, bref, en tout cas, le comité de soutien, c'est cet univers-là. Et c'est ainsi qu'ils vont essayer de peser dans le débat public en permanence, et ils vont être très critiqués aussi au bout d'un moment, parce qu'on va être très vite confronté au dilemme suivant. Parler des otages, très bien, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se taire, puisqu'il y avait toute une partie du monde politique et des médias qui disaient il faut laisser les services travailler dans l'ombre. Si on parle, on donne trop de valeur aux otages, on entre dans les jeux de ravisseurs, ce qui est vrai. Les ravisseurs, leur intérêt, c'était qu'on parle des otages. On retarde sans doute le jour de la libération, on en fait une monnaie d'échange plus précieuse, autant d'arguments qui ont aussi leur légitimité. Et puis de l'autre côté, il y avait ma mère et ses amis qui disaient mais non, parler des otages, c'est avant tout, c'est d'abord et surtout protéger leur vie. Ma mère, elle a souvent cette métaphore quand elle est interviewée à cette époque-là. Elle dit j'ai rendu mon mari aussi précieux qu'un diamant, parce que un diamant, c'est pas comme un plat de lentilles, ça ne se jette pas à la poubelle. Donc certes, peut-être que en connaissance de cause, je retarde peut-être le jour de sa libération, et je sais que j'en fais une monnaie d'échange rendue plus précieuse, mais c'est un choix, parce que pour elle, le silence, ça mène à l'inaction et à l'oubli, et c'était pas dans son tempérament, de toute façon, la stratégie du silence, parce que la militante qu'elle était n'aurait jamais pu s'y résoudre. Et par ailleurs, elle était persuadée aussi que les otages pouvaient aussi avoir dans leur geôle cet écho selon lequel ils n'étaient pas abandonnés, et ça allait les aider aussi à tenir bon. Il y avait aussi cette dimension-là, quoi. Et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce qu'on a des mentions sur le fait qu'ils lisent L'Orient le jour,
qui est le grand journal francophone de Beyrouth, dans lequel ils lisent quotidiennement des articles sur eux. Et donc, pendant la première phase de la captivité, il y a au moins cet accès à l'information, au point que votre père reçoit les lettres que votre mère lui écrit et lit à l'occasion les articles qui sont publiés sur les otages, puisque entre-temps, il y a eux, il y en a d'autres qui sont encore enlevés par la suite. Et donc, il y a une première phase de la captivité où effectivement cette stratégie semble marcher. Donc, votre père, c'est ce que disait dans un propos de votre mère que vous venez de citer, le diamant. Alors, le problème, c'est qu'au niveau des intermédiaires, ça fait monter aussi la valeur de l'échange, puisqu'à partir de là, forcément, ça va être moins facile à négocier. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est de voir, comme vous l'avez dit, cette collégialité politique avec des gens qui viennent d'horizons différents. Vous parlez effectivement de ceux que vous avez évoqués, qui sont les anciens de mai 68. Vous évoquez avec beaucoup de chaleur la figure de l'écrivain chiracien proche de Chirac, Denis Tillinac, en disant que c'est quelqu'un qui a été d'un soutien tout à fait remarquable, chaleureux, apportant son concours quand il le pouvait. Et vous évoquez un meeting politique, je crois que c'est un meeting plus qu'une manifestation, où sur la même rangée, vous avez à la fois Lionel Jospin et Gérard Longuet, par exemple, ce qui montre effectivement qu'à l'exception du Front National, il y a en effet une véritable envie de montrer son soutien pour aider à libérer les otages du Liban. Et puis, 86 arrive, et après une période d'actions multiples, variées, denses, on a l'impression d'un replat, et notamment par rapport à un épisode que j'ai trouvé assez troublant, c'est celui des élections donc, de mars 1986, avec ce que vous écrivez noir sur blanc, la rumeur, l'idée sur laquelle peut-être des officines auraient pu retarder la libération des otages de manière à ce que ce ne soit pas fait par la gauche, pardonnez-moi, mais plutôt par la droite, puisque les élections législatives annoncent la victoire de la droite. Qu'en est-il exactement donc de cette hypothèse? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît déjà dans les archives à l'époque? Alors non, ça n'apparaît pas dans les archives puisque j'ai fait des demandes de dérogation pour avoir accès à certaines archives un peu confidentielles, mais le temps n'est pas encore venu d'avoir des réponses. Donc j'ai même pas eu de réponse en fait. Mais c'est vrai qu'il y a tout un monde qui grouille sous la surface, hein, un monde d'officines, de services, qui a aussi guerre des services, Barbouze. Ça, on sentait un peu leur présence au comité de soutien parce qu'ils passaient parfois sur la péniche, etc. Il y avait des menaces, des choses comme ça, un univers comme ça un peu menaçant qui était en toile de fond. Mais pour en revenir à mars 86, oui, ça, je vais y revenir, c'est vraiment important. Mais il y a un moment où tout bascule en mars 86. On est à quelques jours des élections. Et le 5 mars 86, il y a l'annonce de l'exécution de Michel Sora par les ravisseurs du djihad islamique, qui, je le rappelle, était le bras armé du Hezbollah libanais, lui-même étant une créature en tout cas étant épousant les intérêts du régime islamiste iranien. Donc, en gros, c'était un problème qui reposait sur la relation entre la France et l'Iran. Et il y avait pas mal de contentions entre les deux pays à cette époque. Et donc, en 5 mars 86, les ravisseurs annoncent la mort de Michel Sora. On est à quelques jours des élections, c'est évidemment un moyen pour eux de faire pression sur le jeu politique, de créer aussi une vraie psychose, parce qu'il y a avec ces photos de la mort, parce qu'ils envoient juste après des photos de Michel Sora mort, en fait, où on le voit dans son linceul. C'est des photos abominables, une forme de théâtralisation de la mort de Michel Sora avec cette espèce de côté macabre qui était extrêmement violent et qui a saisi de stupeur l'ensemble de l'opinion. Et quand on voit la presse de l'époque à quelques jours des élections, l'affaire des otages, elle fait la une de tous les journaux, quoi, toutes tendances politiques confondues. C'est l'enjeu des élections, quoi. Enfin, et les ravisseurs, les ravisseurs, pour le coup, s'invitent en plein dans la campagne. Ce qui se passe juste avant, donc et par ailleurs, il y a l'annonce de la mort de Michel Sora. Une équipe d'Antenne 2 est envoyée pour couvrir l'annonce de cette mort et elle-même prise en otage. Jean-Louis Normandin, Roger Hauck, Philippe Rochaud, Georges Janssen, 4 otages en plus là, qui se font prendre par une nébuleuse proche du Hezbollah pro-iranien également. Donc tout ça, c'est des événements qui se bousculent en très très peu de temps, mais surtout la mort de Michel Sora.
ça va être aussi un revirement d'une partie des médias et de l'opinion par rapport à la stratégie du comité de soutien, puisque ma mère dit parler des otages, c'est peut-être retarder le jour de leur libération, mais c'est protéger leur vie. Apparemment, les ravisseurs partagent pas cette manière de voir les choses, puisqu'ils annoncent l'exécution de Michel Sora. On saura plus tard, et mon père nous le dira quand il sera libéré, qu'en fait Michel Sora est mort de maladie en détention au moins 2 mois auparavant, et que les ravisseurs ont théâtralisé sa mort au moment opportun, en quelque sorte. Donc ce moment-là va être très dur pour le comité de soutien, puisque tout d'un coup, c'est un désaveu aussi pour le combat mené par ma mère fait l'objet de critiques de plus en plus nombreuses, hein, puis pas seulement à droite, parce que la droite est quand même plus critique, mais même à gauche, un éditorialiste comme Jacques Julliard fait un article abominable, Jacques Julliard contre le comité de soutien, enfin bref, il y a des attaques qui sont de plus en plus nombreuses, le comité est de plus en plus isolé, et les périodes de grand calme, de traversée du désert où il se passe pas grand-chose. En 87 en particulier, voilà, on sent que ouais. c'est vraiment l'année des basses eaux, quoi. Ouais. Ma mère ne cesse d'essayer d'aller voir les journalistes pour leur dire s'il vous plaît, essayez d'en parler, faites votre ouverture. Elle organise des événements parfois pathétiques, des lâchers de ballons. Enfin, il y a plus grand monde. Enfin, on sent qu'elle raquette le navire aussi. Enfin, l'expression s'impose en l'occurrence dans son sens propre, puisque le comité de soutien s'est installé sur une péniche amarrée au pied du Pont Neuf. Donc il y a ces hivers, là, 87, l'hiver 87. Moi, je m'en rappelle en tant qu'enfant, il se passait rien. C'était l'horreur, quoi, parce que justement, il y a l'absence de nouvelles et une sorte aucun espoir, rien. Et le gouvernement chiracien prétendait pouvoir les faire libérer très vite, ce qui n'a pas été le cas. Et ça me permet de rebondir aussi sur votre question. C'est que ce qu'on saura, et on le sait déjà en 87, que la droite, en fait, alors je préfère employer le conditionnel parce que l'historien, il aime les archives, il recoupe ses sources, et il croise ses sources pour. C'est ce qu'on appelle l'administration de la preuve en histoire. Vous connaissez bien ça. Je n'ai pas d'archives qui attestent que la droite a envoyé des émissaires pour négocier avec les Iraniens le report de la libération des otages après les législatives. En fait, des émissaires de Chirac qui s'apprêtent à gagner les élections, en fait, viennent dire aux Iraniens, attendez 2-3 semaines et libérez tout de suite, parce que nous, on va arriver, on sera dans la place, on vous donnera bien plus quand on sera arrivé aux commandes, donc attendez un peu et vous aurez plus d'argent par rapport au remboursement de la dette Eurodif, on va voir ce qu'on peut faire par rapport aux ventes d'armes à l'Iran, etc. Bon, bref, il y a ces émissaires qui vont négocier avec les ravisseurs, enfin, plutôt avec les Iraniens, pour retarder la libération des otages. Donc ça, c'est une première chose. Mais il semblerait que juste avant l'élection présidentielle de 88, quand Chirac et Pasqua sont en train de... On sait qu'ils vont faire libérer les otages, il semblerait, et là encore, il y a un faisceau d'indices, mais on ne peut pas le prouver à 100%, que les émissaires du pouvoir pouvoir mitterrandien, en fait, et notamment Roland Dumas, auraient envoyé des émissaires auprès des Iraniens pour dire attendez encore quelques semaines, on va gagner les élections, attendez pour libérer les otages, et finalement ils seront libérés entre les deux tours, hein, le 4 mai 88, quoi. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que ça donne à la fois, il y a une formidable solidarité de la part de beaucoup d'acteurs politiques qui étaient là, et c'était important pour nous, pour ma mère et pour le comité, d'avoir ce soutien, cette chaleur humaine de politiques qui venaient, notamment des figures comme Jacques Chaban-Delmas, Georges Marchais, qui était très affectueux, avec ce côté très tactile. Il nous prenait dans ses bras, nous les enfants. Les communistes ont jamais failli. Ils ont été là du début à la fin. Et eux, justement, ils dénonçaient la conspiration du silence. Alors, ils avaient des arrière-pensées politiques aussi. Donc, il y avait aussi cette solidarité communiste. C'était les derniers feux de la sociabilité communiste. Ils avaient encore pas mal de cellules. Il y avait un tissu associatif encore très fort. Et en plus, ils étaient en train d'élection. En élection, ils étaient de moins en moins présents sur la scène électorale. Et il y avait toute une gauche de gouvernement qui tirait sur l'ambulance avec une sorte de joie mauvaise. Enfin, c'était la fin du monde communiste tel qu'il s'était constitué dans l'après-guerre. Cette histoire, elle raconte aussi cette beauté de la mort communiste, en quelque sorte. Et donc, il y avait cette formidable fidélité de la part de beaucoup d'acteurs politiques. Et puis, dans les coulisses, derrière la scène, il y avait ces calculs cyniques politiciens qui faisaient fi de la vie des otages. Les élections, la vie de Jean-Paul Kaufmann et des autres otages, elles pouvaient attendre. Les élections, elles n'auraient lieu qu'une fois. Donc, ils avaient la fin justifié les moyens. Et voilà. Et on peut préciser d'ailleurs au passage que ce n'est pas une spécialité française, puisque l'administration Reagan avait fait la même chose en 80 avec les otages de Téhéran. Donc, les Iraniens étaient déjà habitués depuis un certain nombre d'années à ce genre de procédé. Concernant effectivement ces flux et ces reflux, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour des raisons à la fois de
d'excès de médiatisation. Il y a donc l'édito de Julliard dans le Nouvel Obs qui dit il faudrait quand même qu'on en fasse un petit peu moins. Et puis en parallèle, il y a Patrick Lelay sur TF1 qui annule une émission spéciale de Christine O'Krent parce que bon, ça fera pas assez d'audimat. Donc c'est intéressant de voir effectivement comment certaines considérations éloignent les amis d'hier et puis ne rallieront jamais ceux qui sont déjà dans une économie marchande et qui ne voient pas évidemment l'intérêt de parler des otages. Là où par contraste, Antenne 2, et ça c'est une image mémoire que nous avons les uns et les autres, diffuse chaque soir au journal de 20h les otages avec leurs photos et le nombre de photos par les otages. On le voit à vos réactions, c'est effectivement une image mémoire très très forte que nous conservons. Oui, alors justement, ça aussi, ça a lieu en mars 86, juste après la victoire de Chirac aux législatives, enfin de la coalition UDF-RPR. Antenne 2, donc ils viennent de se faire enlever leur équipe qui était allée sur place pour voir ce qui s'était passé avec Michel Seurat, donc 4 otages en plus. Et Antenne 2, très courageusement en fait, parce que ils subissaient des pressions aussi, décident de faire figurer en ouverture de chaque journal télévision, chaque édition du journal télévisé, matin et soir, matin, midi et soir, c'est-à-dire plusieurs fois par jour, le décompte de ce fameux décompte avec les jours de captivité. Et la rédaction de l'Antenne 2 a subi des pressions de la part du gouvernement chiracien pour que soit mis fin à cette sorte d'éphéméride de l'impuissance, parce qu'il y avait quelque chose de profondément déprimant aussi par rapport à l'imaginaire national et par rapport aussi à l'orgueil national, que de voir à chaque ouverture de journal télévisé ces visages d'otages. Là. C'était lancinant et c'était quelque chose qui plombait l'ambiance, quoi. Alors on attaque le poulet avec les enfants qui posent des questions. Ça s'invitait dans tous les foyers de France et c'était une image qui renvoyait pas forcément au miroir de ce que pouvait être dans l'esprit des Français les notions de fierté nationale ou d'orgueil national. En plus, dans les années 80, qui sont les années de la gagne, de la réussite, où on célèbre les battants, et ben ça, c'est vraiment une image qui souligne la lose, en fait, qui souligne la défaite. On n'arrive pas à libérer les otages. Et les Français, en fait, en avaient assez aussi. Il y a aussi dans la correspondance de ma mère, les gens en avaient assez, littéralement assez, de voir ces figures d'otages. Ils comprenaient pas vraiment. En plus, c'était très compliqué derrière le dossier, donc ils comprenaient pas pourquoi ils étaient retenus prisonniers. C'était l'opacité, en fait, de cette affaire-là avait aussi quelque chose de déprimant et d'angoissant. Et il y avait aussi une immense lassitude de l'opinion, en fait. Au fur et à mesure que le fameux spot des otages s'installe dans la durée, il y a une lassitude. Les gens, ils ont envie que ça cesse. Donc évidemment, ils ont envie que les otages soient libérés. Et c'est vrai que le jour où ils sont libérés, ça, j'en parle pas dans mon livre parce que j'ai pas traité la libération dans mon livre. Je parle juste du moment où je vois mon père sortir de l'avion, parce que la libération, ça aurait été un autre livre en quelque sorte, mais en tout cas, j'ai des milliers de lettres de personnes qui ont sabré le champagne ce soir-là, quoi. Ça les a rendus heureux, quoi. La libération des otages a été un moment. Souvent, les gens disent c'est un peu comme le 11 septembre. On savait où on était au moment où on l'apprend. La libération des otages, ça a été un moment comme ça, qui a été un moment de ferveur nationale. Et beaucoup de Français avaient mal aux cheveux le lendemain matin parce qu'ils avaient sabré toute la réserve de champagne, quoi. Et en particulier ceux-là, par l'action justement de votre mère et le fait qu'ils avaient été donc parmi les tout premiers enlevés, ce qui en faisait effectivement des gens encore plus identifiables que d'autres qui avaient été enlevés entre-temps et libérés entre-temps. Et là, c'était une forme de parenthèse finalement qui se refermait. Oui, parce que ma mère savait bien que Kaufmann allait être sans doute le dernier. C'est normal, c'était le plus précieux. Elle le savait, elle avait fait monter les enchères, elle le savait. Et elle pensait comme ça protéger sa vie, mais elle le dit dans les interviews à l'époque. Elle dit ça sera sans doute le dernier, quoi. Et donc là, ça y est, c'est les derniers, quoi. Marcel Carton, Marcel Fontaine et Jean-Paul Kaufmann, les 3 derniers otages. Il n'y a plus d'otages français au Liban. Ouf, ça y est, les Français peuvent souffler, c'en est fini avec ce spot. Et là, il y a un moment de joie collective qui est très émouvante quand on la voit dans les archives, quoi, parce que on sent vraiment l'euphorie qui s'empare des Français, quoi, dans les familles. Une étudiante qui raconte qu'elle a fait la fête au caveau de la Huchette toute la nuit, des copains qui sont allés faire la bringue à Toulouse, justement. Enfin, les gens sortent dans les rues, pour fêter ça, quoi. Il y a quelque chose de touchant. Alors, peut-être une dernière question avant de passer la parole au public pour des questions. Une dernière question sur vous-même. Vous avez parlé beaucoup des autres, de vos proches, de l'époque. Quand on a entre 11 et 14 ans, avec son père enlevé, otage, une telle médiatisation autour de sa survie, parce qu'il y a aussi ça, sa survie, sa libération, comment est-ce qu'on en ressort ? En fait, une prise d'otage, ça veut dire un chantage à la mort.
C'est-à-dire que l'idée de la mort, elle s'invite dans la famille. Et elle s'invitera d'autant plus avec l'annonce de l'exécution de la mort de Michel Seurat. Donc on doit composer avec la mort qui rôde, la mort qui est une menace, la mort qui est une possibilité. Et alors, il y a aussi l'histoire d'un ado, mon histoire quand j'ai entre 11 et 14 ans. Et mon parti pris, ça a été de parler de moi dans le livre aussi, parce que je fais revivre aussi mes souvenirs de cette époque, où moi j'ai aussi d'autres préoccupations. Je m'intéresse aux filles, je fais mes premières booms. On est assez largement livrés à nous-mêmes, mon frère et moi. On devient des petits cancres qui faisons rien à l'école, parce que difficile d'avoir des bonnes notes entre deux dépêches du djihad islamique. Mais donc je fais le choix aussi de décrire ma vie de préadolescent. Et c'est aussi de tisser ces épisodes de ma vie avec les archives et la grande histoire et les années 80. Parce qu'il y a aussi quelque chose que j'essaie de souligner, qui permet aussi d'éclairer à sa manière l'affaire des otages français au Liban, c'est que ma mère profite de la situation. Quand mon père est enlevé, moi je suis dans un collège Porte de Vanves, le collège François Villon, qui a pas très bonne réputation. Je suis racketté par les mecs des cités. Ma mère et mes parents, ils voulaient me faire changer de collège. Et ma mère, pendant l'été 85, profite de la situation pour exiger auprès du rectorat une dérogation pour que son fils, dont le père est otage, puisse changer de collège. Son fils, qui mérite, par rapport à sa condition de fils d'otage, de mener une scolarité apaisée dans un environnement de saine émulation. Donc elle a réussi, en insistant auprès du rectorat, à nous faire inscrire, mon frère et moi, au collège Henri IV, qui est le collège élitiste par excellence, de l'entre-soi incroyable de l'époque. Et moi, j'arrive de ma Porte de Vanves et je me retrouve dans un collège avec les enfants Chevènement, les jumeaux Kouchner, le petit-fils Pompidou, le fils Tapi, Mazarine, la fille de Mitterrand, tout ça réuni dans le même collège, quoi. Et il y avait que des fils de partout, sans compter les fils de gloire de la télé, du gloire du petit écran, d'artistes célèbres, enfin, incroyable comme ce collège Henri IV, par le jeu des dérogations, avait réuni dans la même cour de récré autant de fils d'eux. Et nous, on était également des fils d'eux, pour le coup, oui, on était les fils du plus célèbre otage de France. Donc j'essaie aussi de comprendre le regard que les autres portaient sur nous-mêmes. C'était douloureux, évidemment, quand on se retrouvait dans la cour de récré après être passé à la télévision la veille pour apitoyer la France, c'était très difficile à subir. Enfin, on n'avait pas trop envie d'aller à l'école ce jour-là, quoi. Mais en même temps, ma mère nous médiatisait, mon frère et moi, mais dans une juste mesure. On était obligé d'y aller de temps en temps. Il y a ces exhibitions un peu dans la fosse aux images où on allait à la télé avec mon frère pour montrer qu'on était les pauvres fils d'otages. Ça a participé à la stratégie de ma mère, mais en même temps, elle nous protégeait des médias trop intrusifs. Et il y avait aussi des journalistes de Paris Match, un peu des vautours, des oiseaux de proie qui rôdaient autour de la famille, qui essayaient de voler des photos. Il y avait tout ça. Donc ma mère essayait toujours de faire la part entre les deux, quoi. Et donc, et en même temps, moi, je me retrouvais dans ce collège avec les enfants de ces mêmes personnalités que ma mère sollicitait pour la cause des otages. Voilà, je raconte par exemple Kouchner, les enfants Kouchner. Kouchner a été avec Christine Ockrent, sa compagne, a été un formidable appui du comité de soutien pendant ces 3 ans. Lui non plus n'a pas failli. Et puis en même temps, ma mère un jour est appelée par le censeur du lycée parce que Camille Kouchner et Alexandre, mon frère, ont été surpris en train de s'embrasser dans le bus. C'est un scandale. Et donc ma mère est convoquée avec Kouchner. Voilà. Ça, c'est aussi dans le registre. Il y a une pétition des parents. Il y a une pétition des parents de la PEP, c'est la Fédération des parents prétendument apolitiques. Quand on dit apolitique, c'est qu'on n'est généralement pas de gauche. Et en tout cas, là, ces parents apolitiques avaient essayé de nous faire exclure du collège, mon frère et moi, et faire des pétitions, parce que on était à la pagaille dans le collège. On était d'ailleurs assez violents, assez méchants. On était des harceleurs, hein, en fait, parce qu'on était mal dans notre peau, quoi. Et je pense qu'on était des enfants malheureux, et donc on faisait souffrir aussi les autres enfants. Et ça, je le montre aussi dans le livre. Là, j'ai essayé de le montrer. Mais j'essaie de le faire sans pathos. Et d'ailleurs, souvent, j'essaie d'utiliser le registre de l'humour de la distance pour pas être dans le côté lacrymal, pour essayer de faire pleurer dans les chaumières. C'est pas mon tempérament. Non, il y a beaucoup d'autodérision et même de sévérité avec vous-même sur un des chapitres vers la fin où vous écrivez un portrait de vous-même en jeune homme de 14 ans et qui est assez redoutable. Oui, en fait, c'est-à-dire que l'enfant que j'étais à l'époque, c'est moi, hein, je suis bien la même personne, mais j'éprouve pas beaucoup de sympathie pour lui, en fait. Donc j'essaie de le traiter comme un objet d'histoire, mais je me reconnais pas en lui, en fait. Il est trop torturé, il a pas assez de bienveillance, il m'inspire pas assez de sympathie, quoi. C'est étrange, donc c'est comme une forme de dédoublement par rapport à cette préado que j'ai été, qui aujourd'hui m'est très peu familier en quelque sorte, et donc j'essaie de le traiter avec ceux qu'il mérite, c'est-à-dire pas forcément en sa faveur, quoi.
On va peut-être passer à des questions du public, s'il y en a. On a un micro à faire passer. Oui. J'ai pas besoin du micro, je vais parler assez fort. Est-ce que vous allez garder les archives chez vous ou les donner aux archives nationales? Qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, quand Yann est venu ce jour de juin 2018 pour voir les archives avec moi, l'idée c'était qu'il les expertise, en fait, qu'il voit un peu comment étaient ces archives, qu'il voit un peu aussi leur état de conservation pour voir si on pouvait faire une donation aux archives nationales. C'était l'idée, de faire la donation aux archives nationales. Et donc il a fait toutes les démarches. Donc mes parents ont donné leur accord, ont signé les papiers pour en faire donation aux archives nationales. Donc ça veut dire que les historiens pourront consulter. C'est là l'idée, c'était de mettre en partage ces archives pour que les historiens puissent en faire leur miel en quelque sorte. Et le problème, c'est que mon ami Yann Potin est débordé et que ça fait 6 mois qu'il doit venir avec sa camionnette des archives nationales prendre les archives. Il n'a pas encore trouvé le temps, mais il devrait faire ça là dans le premier trimestre 2024. Il a promis qu'il viendrait prendre les archives. Et après, il y aura tout un travail. Elles devront être inventoriées, donc elles vont pas être consultables tout de suite. Et puis surtout, à chaque fois, comme c'est dans la série AP, c'est des archives privées, même si on veut qu'elles soient mises en partage, il faut à chaque fois, les chercheurs doivent quand même faire la demande à la famille pour consulter le fond. Mais la famille donne l'autorisation, si elle le veut, elle la donnera. Mais voilà, ça reste un fonds privé qui sera donné aux archives nationales. Il est vraiment, et cette donation va vraiment dans le sens, voilà, en quoi est-ce que ces archives peuvent contribuer à la connaissance du jeu politique et des sensibilités et des imaginaires des années 80, quoi. Et elles sont extrêmement riches. Et moi, j'attends qu'une seule chose, c'est que les historiens s'en emparent. Par exemple, sur ces lettres, moi j'en parle, mais il y aurait tellement de choses à dire sur ces lettres, sur ce qu'ils nous racontent, ne serait-ce que par rapport, je sais pas moi là, au lien des Français avec le sentiment religieux, avec le militantisme, avec la différence province-Paris, avec les engagements partisans. Il y a aussi de très belles lettres de Français et de Françaises qui racontent leur vie, qui partagent leur souffrance aussi, qui écrivent pour ouvrir leur intimité aussi. Donc c'est des lettres au témoignage qui sont souvent très très belles. La plupart des lettres sont souvent vraiment émouvantes. Alors il y a aussi toutes ces lettres d'injures, lettres antisémites aussi, parce que ils sont persuadés que Kaufmann est un patronyme juif. Donc ma mère d'ailleurs, en fait c'est un nom d'origine alsacienne, mais en fait c'était très dangereux de penser que les Kaufmann pouvaient être juifs. Donc ma mère, et ça a été très critiqué, peut-être à juste titre par les institutions juives à l'époque, a fait envoyer des certificats de baptême à Beyrouth pour qu'on sache bien que Kaufmann n'était pas juif, quoi. Parce que les gens du Hezbollah manifestent un antisionisme délirant à l'époque, et donc c'était une menace en plus, en quelque sorte. Et elle fait circuler aussi des photos de mon père en enfant de cœur dans les rédactions, quoi. Elle fait ça, quoi. Elle lui sauve la vie, hein. Moi, je pense qu'elle lui a sauvé la vie, mais je suis pas objectif. Après, les lettres, voilà, il y avait aussi des lettres d'illuminés. Enfin, ça dit aussi quelque chose sur les marges aussi. Il y a aussi pas mal de personnes qui écrivent pour prendre la place des otages. Dis-moi, alors il y a pas mal de détenus à Fleury-Mérogis ou à Fresnes ou à la prison, je sais pas où, qui disent moi, tant qu'à croupir en prison à végéter, je veux bien échanger ma détention contre celle des otages. Si possible, ça aurait dû ma peine, c'est bien aussi, comme ça serait bien. Il y a aussi des suicidaires, des dépressifs qui disent moi de toute façon je vais me suicider, donc autant que ma vie sert à quelque chose. Mais ça c'est la minorité des lettres. La plupart des lettres, ce sont de très belles lettres de Français qui disent il n'y a pas de raison, moi c'est par humanisme, chacun doit prendre son écho de la souffrance d'autrui. Et moi mon geste n'est pas celui d'un désespéré, il a un geste de partage et de croyance en l'homme et d'humanisme. Ce sont aussi des lettres très argumentées par rapport à ça. La plupart ce ne sont pas des lettres de suicidaires, au contraire, ce sont des lettres qui sont des lettres d'espérance et d'idéalistes sans doute, mais en tout cas ce sont souvent aussi des lettres très belles par rapport à ça. Ouais. Moi j'aime beaucoup la lettre du proche de Bob Denard qui dit on pourrait éventuellement faire une opération commando, je le connais bien, avec des mercenaires, enfin il n'emploie pas le terme, mais enfin on sent qu'il met son savoir-faire à disposition. Oui, c'est ça, parce qu'il y avait aussi, j'ai consacré un chapitre sur les barbouzes qui traînent autour du comité de soutien, parce que le comité de soutien, il était ouvert au grand vent des oiseaux de passage, tout le monde pouvait passer sur la péniche à n'importe quel moment, la péniche, elle était ouverte, hein. Il n'y avait pas de physionomiste à l'entrée. Et donc, il y a toujours des personnes qui troublent, qui viennent
proposaient leurs services. Alors souvent, c'était des types qui prétendaient être en contact avec les ravisseurs. Et il y a une anecdote assez amusante que je raconte, c'est que ma mère était en relation avec les services de la DST. Elle les prévenait quand il y avait des propositions de ce genre. Son interlocuteur était d'ailleurs le général Rondeau, qui est devenu ensuite un très grand ami de ma famille, qui sera malheureusement compromis dans l'affaire Clearstream, qui est décédé aujourd'hui, qui était un maître espion, quoi. C'est celui qui a fait arrêter Carlos dans les années 90. Et donc, il était à la fois comme quelqu'un qui surveillait le comité, qui conseillait ma mère et qui regardait ce qui se passait. Bref. Et donc, dès qu'il y avait des personnages comme ça, un peu mystérieux, qui venaient proposer leur service, ma mère, sa règle de conduite, c'était de ne négliger aucune piste. Donc, quand il y avait des personnages comme ça, il prévenait le général Rondeau de la DST qui disait y allez, allez-y, n'y allez pas, ça peut valoir le coup. Et un jour, il y avait un type qui avait l'air assez sérieux, qui disait qu'il était en contact avec les ravisseurs à Beyrouth et qui pouvait faire passer des lettres de mon père, voire faciliter les négociations. Il avait l'air assez crédible. Et donc, le général Rondeau dit à ma mère, dans ces cas-là, dites-lui de nous donner une preuve qu'il est en contact avec les ravisseurs, par exemple, qu'il rapporte un secret, un moment partagé entre Jean-Paul et Joël Kaufmann, un mot doux qui serait dit dans l'intimité, enfin, un mot, une anecdote que vous seriez les seuls à pouvoir connaître, Jean-Paul et toi. Il dit ça à ma mère. Et très bien, donc il dit ça au type en question. Le type dit qu'il va revenir avec des informations. Il leur donne rendez-vous sous un porche de la maison de l'Iran sur les Champs-Élysées. Il choisit sans doute la maison de l'Iran parce que ça paraissait plus crédible. Et puis il arrive, et puis il y a une voiture de la DST qui surveille les abords de ce Porsche. Ma mère, et quand elle lui part, s'y rendent pas très rassurés. Il voit donc ce type qui était avec un copain, et le type dit c'est bon, j'ai l'info tant attendue, j'ai la preuve qu'en fait je suis en relation avec les ravisseurs, car je sais comment vous appelle votre mari dans l'intimité, il vous appelle bébé. C'était évidemment faux, ça pouvait prêter à sourire, mais en fait sur le moment c'était pas drôle du tout, parce que ma mère elle y avait un peu cru, quoi. Donc tout l'édifice d'espérance qu'elle avait fondé sur cette rencontre, finalement, bébé, c'était ridicule. Mais ce qui est très drôle aujourd'hui, ça je ne raconte pas dans le livre. Ça, j'ai voulu raconter, c'est un rare passage que mes parents m'ont censuré parce que je leur ai fait relire le livre. Ils m'ont tout laissé écrire, sauf ça et 2 ou 3 petits trucs, mais pas importants. C'était plutôt des précisions. Et aujourd'hui, mon père l'appelle bébé, mais de manière ironique. Il dit alors bébé, enfin voilà. C'est resté quand même dans la famille. Je ne sais plus, j'avais lu qu'il avait eu le syndrome de Stockholm pendant très longtemps. Bon, comment a-t-il surmonté cette épreuve? Est-ce qu'il a pu reprendre ses activités assez rapidement ou est-ce qu'il a eu beaucoup de mal? Très sincèrement, les premiers mois, la première année, il était totalement perdu. Il n'avait pas vu la lumière du jour pendant 3 ans. Il était dans un état physique assez angoissant parce qu'il était très amaigri, il avait le teint hâve et il a fallu se réadapter à la lumière du jour et à la liberté. Donc en plus il est revenu habité par l'idée qu'il avait été sauvé aussi par la lecture de la Bible. Il était, alors c'était un peu compliqué, ma mère étant très anticléricale en bonne ancienne 68arde, qui était devenue anticléricale parce que, ayant été élevée chez les Ursulines, elle avait pris les catholiques en répulsion, donc elle avait un côté comme ça, un peu mangeuse de curé, ma mère. Et quant à mon père, il avait toujours une forme de croyance un peu discrète avant son enlèvement, mais déjà dans ses lettres et dans ses cassettes, il disait je prie pour vous, heureusement que je fais appel à Dieu. Enfin, il y avait déjà une terminologie un peu religieuse. Et quand il est revenu, on a le sentiment qu'il avait une forme d'élan presque mystique qui était étonnant et qui a peut-être été difficile au début pour ma mère et pour les amis. Donc voilà, il est rentré un peu dans cet état-là. Et puis j'ai envie de dire que finalement la vie l'a emporté, que la famille ensuite ça a été compliqué aussi pour nous les mois et l'année suivant le retour, parce qu'il fallut réapprendre à arriver avec un père qui a quitté des enfants, à retrouver des ados. Il réinstallait un peu son autorité, même s'il n'a jamais été très autoritaire. Et puis nous, on était quand même assez perdus. Nous, on était vraiment pas déscolarisés, mais on traînait dans la rue, on embêtait les autres gamins, on fumait des pétards, on sniffait du poppers. C'était ça un peu notre vie avec Alex. On avait vraiment pris une mauvaise pente. On glissait vraiment sur une mauvaise pente. On avait pris un mauvais pli. Et finalement, la vie l'a emporté, comme je le disais.
Mon père, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il nous a fait lire, mon frère et moi. Il nous a sensibilisés à la littérature et à l'histoire. Et il dit souvent que les livres l'ont sauvé. Mais c'est aussi grâce à la lecture que mon frère et moi sommes devenus de bons élèves à l'école. Il nous a fait lire. Et puis, on a eu des échanges avec lui sur la littérature, l'histoire, sur la vie, sur plein de choses. Et puis, finalement, on a réappris à se connaître. Et puis, les plus belles et meilleures années, je sais pas, quand il est libéré quand j'ai 14 ans, à partir de 16 ans, on était bien tous les quatre. Et on est d'ailleurs restés très fusionnels. Bonsoir. Ça marche? Pour les autres aussi? Vous entendez bien? En fait, vous êtes un orateur remarquable. C'est le premier historien passionné que je rencontre dans ma vie. J'ai 53 ans. Merci, même si je parle sans doute trop vite. C'est une naissance pour moi, vraiment. Vraiment, merci beaucoup. J'ai jamais cru que c'est possible. Et probablement, ma question est la suivante. Est-ce qu'il vous a raconté? Et à quel moment il a commencé à vous parler? Ou est-ce que vous a raconté ce qui s'est passé? À quel moment il a commencé à vous raconter? Ou parce que est-ce qu'il était enfermé? Est-ce qu'il pouvait lire? Comment il passait son temps? Est-ce que vous a raconté ça aussi? Est-ce que c'est long, 4 ans? Alors, en fait, quand il est revenu, il était saisi par une sorte de logorée. C'était un véritable moulin à parole. Il n'arrêtait pas de parler. Quand il fait il verbalise tout ça. Il parlait de sa détention, il parlait de tout ce qu'il a vécu. Et d'ailleurs, il a fait, j'ai retrouvé dans les archives du comité aussi, il a fait une interview fleuve pour l'événement du jeudi. Dès qu'il est revenu, je me rappelle quand il a dicté au téléphone, parce que nous, on était réfugiés dans une maison dans le sud-ouest, parce que quand il a été libéré, on était traqués par les journalistes, donc on s'est vraiment caché dans une maison pour être tranquille. Et je me rappelle il dictait au téléphone cet article pour l'événement du jeudi où il racontait toute sa détention, et j'ai retrouvé cette interview où là on comprend et on est saisi, c'est même pas d'effroi ou d'horreur, c'est-à-dire que les conditions de détention étaient abominables, avec des simulacres d'exécution, des transferts dans des cercueils sur les camions, enfin c'était l'horreur. Et alors il en a beaucoup parlé en revenant, et puis après comme s'il avait fermé le voilà. Et après quand on lui en parle, c'est moins de la gêne que de l'ennui. C'est comme s'il répétait toujours la même chose, en fait. Et de toute façon, ce qu'il a vécu, c'était, comme je le disais, ça révélait tellement de l'indicible qu'en fait, à quoi bon passer par l'acte de parole pour essayer de faire comprendre ce qu'il a pu vivre, en fait. Donc, il peut en parler volontiers, mais il a l'impression de se répéter. Du coup, il en parle plus trop. Voilà. Mais c'est vrai que quand il est revenu, il en a beaucoup parlé. Il y a aussi eu dans cette fameuse maison à Talmont, en Gironde, où on s'était réfugié chez un vieux copain de ma famille. Il y avait aussi les gens de la CIA qui sont venus. Je me rappelle deux gros bonhommes de la CIA qui sont venus et qui ont étalé des planches de photos là, au premier étage, parce que c'était les ravisseurs, en fait. Il y avait encore beaucoup d'otages américains, enfin quelques otages américains qui étaient encore détenus à Beyrouth. C'était les mêmes, hein, c'était le Hezbollah. Et là, il demandait à mon père de reconnaître en fait les photos de ces types. Je me rappelle de ces types barbus là, comme les photos de terroristes là qu'on voit. Bref. Et il savait en plus qu'il allait, parce que les Américains, quand on touche à un ressortissant américain, quel que soit dans le monde, enfin, il les retrouve toujours à un moment ou à un autre pour les exécuter. Enfin, c'est vraiment, ici, il savait qu'en disant ah bah oui c'était celui-là, ah oui c'était celui-là, ah bah oui c'était celui-là. Il savait qu'il signait en quelque sorte leur arrêt de mort, parce qu'en fait mon père il avait un bandeau pendant toute sa détention. Ils étaient obligés d'avoir un bandeau, mais en fait parfois, il regardait quand même sous le bandeau. En fait, il savait à quoi il ressemblait, quoi. Et ce bandeau était aussi, paradoxalement, quelque chose de sécurisant pour lui, parce qu'il y avait d'autres otages, notamment les otages juifs libanais, qui ont été parfois dans des cellules avec eux. Eux, ils n'avaient pas de bandeau. Vous voyez ce que ça veut dire? Et on les a tous exécutés, quoi. Si on leur regardait un bandeau sur les yeux, c'est qu'on pensait qu'on allait finir par les libérer. En gros. Vous voulez nous parler de votre voyage que vous avez fait en famille sur ce champ de bataille de Napoléon en Russie? Comme un médicament, de vous retrouver tous en famille? Alors, on a beaucoup voyagé ensuite avec mes parents et mon frère, quand je vous dis la famille. Après, quand la famille s'est retrouvée, et on continue d'ailleurs à voyager tous les 4. Maintenant, mon frère et moi, on est des enfants, donc on est plus nombreux, mais on a passé beaucoup de temps à voyager. Il nous avait emmenés donc en 2007 sur le site de la bataille d'Eylau.
Il a raconté dans ce livre, ça fait un peu la famille Fenouillard en voyage, quoi. Il raconte à la fois l'histoire de cette bataille et comment nous on est avec mon frère en voyage. À un moment, on dit mes fils sont partis, ils ont trouvé une boîte de nuit, ils avaient rendez-vous avec des filles, mais les filles leur ont posé un lapin. Enfin, il y a des choses marrantes aussi. Donc c'était un voyage assez saisissant parce qu'il y avait aussi c'était les 200 ans de cette bataille. Donc il y avait tout un décorum de gens qui venaient du monde entier pour se revêtir des costumes des armées napoléoniennes pour rejouer la bataille et tout. Mais en même temps, ça fait partie de ces derniers livres où il est encore dans les confins, les territoires perdus, un peu abandonnés, un peu loin. Et après, je trouve aujourd'hui font des livres qui ont moins de relations, moins de liens avec l'enfermement ou son expérience d'otage, qui célèbre beaucoup plus les plaisirs d'essence, enfin ce genre de choses. Par exemple, il a fait un livre sur Venise. Alors c'est sur les églises fermées à double tour. Alors on pourrait penser que les églises sont fermées, donc il y a une métaphore de la détention. C'est un peu tiré par les cheveux. Il lui-même ne le pense pas. Donc. Bien, je pense que nous allons nous arrêter là. Merci Grégoire Kaufmann. Merci infiniment pour franchement pour ce moment d'échange que j'ai bien aimé. Vous venez d'écouter Grégoire Kaufmann à propos de L'Enlèvement, paru aux éditions Flammarion. Grégoire Kaufmann est enseignant à Sciences Po Paris et est aussi historien, spécialiste des 19e et 20e siècles. Il a publié notamment Édouard Drummond en 2008, prix du Sénat du livre d'histoire, très récemment, en 2019 chez Flammarion, Hôtel de Bretagne. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée le 23 octobre 2023 à Toulouse, à la librairie Ombre Blanche. Réalisation, enregistrement et mise en onde, Radio avec l'aimable collaboration de Radio Plus et Radio Terre.